À peine sorti de l'hôpital après avoir accouché, mon mari m'a jeté $20 pour le bus en disant « Prends le bus, je ne veux pas que ma voiture sente ». J'ai simplement hoché la tête, mais 2 heures plus tard, il hurlait de panique quand il a entendu 2 heures plus tard, il a paniqué quand il a appris la nouvelle. Le vent de fin d'après-midi dans le sud de Manhattan portait l'odeur de l'asphalte mouillé, signe qu'une forte averse était sur le point de tremper la ville qui ne dort jamais. Mais le froid dans l'air n'était rien comparé au froid qui se répandait dans tout mon corps. Je restais figé dans la zone de ramassage de l'hôpital, serrant un épais paquet de couvertures contenant mon tout petit bébé de 3 jours. Une douleur aiguë me brûlait encore le bas-ventre. Les points de suture de ma césarienne, pas encore complètement guéris, semblaient hurler de protestation chaque fois que je déplaçais mon poids ne serait-ce que d'1 pouce. J'avais l'impression qu'un millier d'aiguilles perçait ma peau, tirant sur la chair qui venait d'être recousue. Cela aurait dû être le moment le plus heureux de la vie d'une femme, rentrant chez elle avec son nouveau-né, accueillie par l'étreinte chaleureuse de son mari et les visages souriants de la famille. Mais ma réalité était l'exact opposé. Je me tenais seul, accompagné seulement d'un grand sac de sport rempli de vêtements sales à mes pieds. L'infirmière qui m'avait sorti en fauteuil roulant était déjà rentrée après que j'ai insisté sur le fait que mon mari était juste au coin de la rue. Je ne voulais pas qu'ils voient à quel point ma vie était pathétique. Je ne voulais pas voir la pitié dans leurs yeux lorsqu'ils réaliseraient qu'aucun membre de ma famille n'avait été avec moi pendant l'accouchement qui avait mis ma vie en danger. Mes yeux se sont illuminés un instant lorsque j'ai vu une Cadillac Escalade noire étincelante entrer dans l'allée. C'était la voiture de mon mari, celle qu'il avait achetée il y a 6 mois, prétendant qu'elle était nécessaire pour maintenir son image de PDG de sa start-up technologique. Mon cœur s'est un peu apaisé. Au moins, il était venu. Au moins, il s'était souvenu que notre fils et moi sortions aujourd'hui. J'ai essayé de sourire, luttant contre la douleur dans mon estomac, prête à l'accueillir. Je l'imaginais sortir, courir vers moi, prendre le lourd sac de sport et me guider vers le véhicule frais et confortable. Le SUV s'est arrêté juste devant moi. La vitre du passager avant s'est baissée lentement, mais ce n'est pas un regard d'inquiétude ou un sourire aimant que j'ai vu. C'était ma belle-mère, Sharon. Son visage figé dans cette expression arrogante que je connaissais si bien. À l'arrière, je pouvais voir ma belle-sœur, Jessica, absorbée par son téléphone, ne jetant même pas un coup d'œil dans ma direction ou vers son neveu nouveau-né. Et au volant, mon mari Ethan me fixait avec une expression plate, comme si j'étais une étrangère bloquant la circulation. Ethan n'est pas sorti de la voiture. Il n'a même pas coupé le moteur. Le ronronnement silencieux du véhicule de luxe contrastait fortement avec mon propre cœur, qui commençait à battre avec un sentiment d'effroi. « Ethan » ai-je appelé doucement, essayant de faire un pas de plus. « Dieu merci, tu es là. » Mes jambes tremblent et mes points de suture me font vraiment mal. Ethan m'a jeté un coup d'œil par-dessus ses lunettes de soleil de créateur, puis ses yeux ont glissé vers l'intérieur en cuir beige immaculé de sa voiture. Il a fait claquer sa langue, un geste qu'il faisait toujours quand il était agacé. « Tu comptes monter là-dedans avec ces vêtements miteux ?» a-t-il demandé sèchement sans déverrouiller les portes. J'étais stupéfaite. J'ai baissé les yeux sur ma robe en coton simple mais propre. Ethan, c'est une robe propre. C'est tout ce que j'ai apporté. S'il te plaît, ouvre juste la porte. Le bébé va prendre froid, ai-je supplié, ma voix faible. Le bébé dans mes bras a commencé à s'agiter, sentant peut-être ma tension. Soudain, la voix perçante de ma belle-mère a fendu l'air depuis le siège avant, faisant tourner quelques têtes dans le hall vers nous. Honnêtement, Olivia, as-tu un cerveau dans ta tête? Regarde cette voiture. Ethan vient de la faire nettoyer en profondeur. Ça a coûté des centaines de dollars pour qu'elle soit aussi impeccable. Tu viens d'accoucher. Tu sens probablement l'antiseptique et le sang. Sans parler du fait que si ce bébé vomit ou a une fuite de couche, cela ruinerait ses sièges en cuir coûteux. Je l'ai regardé bouche bée. Mais Sharon, c'est votre petit-fils. C'est le fils d'Ethan. Êtes-vous en train de dire que nous ne pouvons même pas monter dans la voiture de son propre père? Oh, épargne-nous le drame, est intervenue ma belle-sœur depuis l'arrière, entr'ouvrant légèrement sa fenêtre. Nous sommes en route pour un dîner de célébration. Ethan vient de conclure une énorme affaire. Nous sommes tous habillés et sentons bon. Si tu montes, tu vas faire sentir le renfermé dans toute la voiture. C'est juste dégoûtant. Les larmes me sont montées aux yeux. Pas à cause des hormones postpartum, mais d'un profond chagrin qui me poignardait la poitrine. J'ai regardé mon mari,
espérant qu'il nous défendrait. Espérant qu'il dirait quelque chose qu'un père et un mari devraient dire. Mais mon espoir s'est brisé en 1 million de morceaux quand Ethan a fouillé dans la poche de sa chemise. Il a sorti un billet de 20 $ froissé et l'a jeté par la fenêtre. Il a flotté dans le vent un instant avant d'atterrir dans une flaque d'eau de pluie sale près de mes pieds. Voilà, prends-le, a dit mon mari froidement. Prends juste le bus MTA pour rentrer. L'arrêt de bus est juste à une courte distance de marche d'ici. C'est plus que suffisant pour le trajet. Tu auras même de la monnaie pour une part de pizza si tu as faim. X-Play. J'ai fixé l'argent sur le trottoir mouillé, puis le visage de l'homme que j'avais épousé il y a 2 ans. Ethan, comment peux-tu? Je viens d'être opéré. Je peux à peine marcher. Et tu veux que je porte notre bébé dans un bus de ville bondé à l'heure de pointe? Arrête d'être si gâté, a claqué ma belle-mère. Les femmes d'autrefois retournaient au champ le lendemain de l'accouchement. Elles ne pleurnichaient pas et ne se plaignaient pas comme toi. Tu n'es qu'une profiteuse vivant au crochet de mon fils, causant constamment des problèmes. Sois reconnaissante qu'il te donne de l'argent pour le transport. Ne pousse pas ta chance. Vas-y avant qu'il ne commence à pleuvoir, a dit mon mari avec impatience. De plus, maman et Jess viennent dîner. La voiture est pleine. Il n'y a pas de place pour toi et tout ton fatras. Mais je savais parfaitement que son escalade avait 3 rangées de sièges. Il y avait beaucoup d'espace vide à l'arrière, mais il était clair qu'il n'y avait pas de place pour moi dans leur cœur, et encore moins dans cette voiture. Ils ne me voyaient pas comme une épouse ou une belle-fille, mais comme un parasite à rejeter. Ethan, s'il te plaît. Ma voix tremblait, les larmes coulant maintenant sur mes joues. Ça fait si mal. Remonte la vitre, Ethan. Ça devient humide. La clim s'échappe, a commandé ma belle-mère sans une once de compassion. Sans hésitation, mon mari a appuyé sur le bouton du lève-vitre. Le verre teinté est monté lentement, séparant mon monde gris et désolé de leur monde confortable et luxueux. Un instant plus tard, le SUV a démarré, me laissant là, immobile. Ses pneus ont traversé la flaque, éclaboussant de l'eau sale sur l'ourlet de ma robe. Tout ce que je pouvais faire était de regarder les feux arrière disparaître au loin, emportant le père de l'enfant que je tenais dans mes bras. Comme sur un signal, le ciel a commencé à pleurer sur mon sort. Les gouttes de pluie ont commencé à tomber une à une, puis se sont transformées en une pluie torrentielle en quelques secondes. Les gens dans le hall se sont précipités pour s'abriter ou ont couru vers leur voiture qui les attendait. J'ai été secoué de ma torpeur. Je ne pouvais pas rester là. L'agent de sécurité de l'hôpital me demanderait sûrement de circuler. Avec le peu de force qu'il me restait, je me suis penché douloureusement, étouffant un cri alors que les points de suture tiraient, pour ramasser le billet de 20 $ trempé. Ce n'était pas parce que j'avais besoin de l'argent. Ce billet ne valait rien pour moi. Mais je l'ai pris comme un témoin silencieux, comme la preuve du peu de valeur que j'avais à leurs yeux aujourd'hui. J'ai serré le billet mouillé fermement dans ma main droite. De mon bras gauche, je tenais mon bébé contre moi, le protégeant de la pluie avec le bord de mon cardigan. Puis, à bout de souffle, j'ai saisi la poignée du grand sac de sport à côté de moi. Il était si lourd. Chaque pas que je faisais était une torture. Mon pied droit bougeait et un élancement de douleur traversait mon abdomen. Mon pied gauche bougeait et l'agonie se propageait dans mon dos. La distance jusqu'à l'arrêt de bus n'était que d'environ un quart de mile, 400 mètres, de la porte de l'hôpital, mais pour moi, cet après-midi-là, cela ressemblait à 1000 miles. La pluie s'intensifiait, trempant mon corps fragile. Je me fichais d'être trempé jusqu'aux os. Tout ce à quoi je pouvais penser était de garder mon bébé au chaud. Les gens passaient devant moi en hâte avec des parapluies, me lançant des regards allant de la curiosité au dégoût, et certains avec pitié, bien qu'aucun n'ait offert d'aide. C'est bon, mon amour, ai-je chuchoté à mon petit, qui avait commencé à pleurer bruyamment à cause du froid et du bruit de l'orage. Ton père est un homme cruel, mais je te promets que c'est la dernière fois que nous serons traités comme des ordures. Chaque pas que je faisais sur ce trottoir glissant était accompagné d'un vœu chuchoté dans mon cœur. Il pensait que j'étais juste Olivia, une pauvre orpheline qui avait eu de la chance en épousant Ethan, un jeune entrepreneur montant. Il n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment. Il ne savait pas que la start-up technologique dont Ethan était si fier ne tenait à flot que grâce à une injection massive et silencieuse d'argent de mon père. Il ne savait pas que l'escalade dans laquelle il roulait,
L'appartement de luxe dans lequel ils vivaient et le style de vie somptueux qu'ils affichaient étaient tous dus aux relations que je fournissais. J'avais gardé le silence tout ce temps. J'avais caché mon identité en tant que fille unique du propriétaire de Davenport Holdings, l'un des plus grands conglomérats immobiliers et miniers du pays. Tout cela parce que je voulais être aimée pour ce que j'étais. Je voulais qu'Ethan m'aime en tant qu'Olivia, pas en tant qu'héritière d'une fortune de plusieurs milliards de dollars. Mais aujourd'hui, sous le torrent cruel d'un orage new-yorkais, mes yeux étaient grands ouverts. Cette sincérité n'avait jamais existé. Il n'y avait que cupidité et arrogance. J'ai traîné mes pieds jusqu'aux escaliers de la passerelle piétonne vers l'arrêt de bus. Mon souffle était saccadé et ma vision commençait à se brouiller. Je pouvais sentir les saignements postpartum augmenter à cause de l'effort physique, mais je ne me suis pas arrêté. Je ne m'effondrerai pas ici. Je survivrai. Je rentrerai à la maison. Et après cela, je leur ferai payer chaque goutte de pluie qui a touché le visage de mon fils cet après-midi. Le bus traversant la ville était bondé, épaule contre épaule. L'odeur de sueur, de parfums bon marché et de vêtements humides remplissait l'air, refroidi par la climatisation centrale à fond. J'étais serré près de la porte, essayant désespérément de créer une petite poche d'espace au milieu de la foule de banlieusards fatigués rentrant chez eux. Personne n'a offert de siège prioritaire. Ceux-ci étaient déjà occupés par des gens faisant semblant de dormir ou fixant intensément leur téléphone, ignorant une femme trempée tenant un nouveau-né et grimaçant de douleur suite à une opération récente. La douleur dans mon abdomen s'intensifiait chaque fois que le bus s'arrêtait brusquement ou tremblait sur un nid de poule. Mes jambes tremblaient violemment. J'avais l'impression que mes os ne pouvaient plus supporter mon poids. L'eau de pluie dégoulinait du bas de mon cardigan, s'accumulant sur le sol du bus, me faisant sentir encore plus petite et plus pathétique. Heureusement, mon bébé s'était rendormi après que je l'ai brièvement allaité dans un coin de l'abri de bus, maintenant protégé et au chaud à l'intérieur de ma fine veste. « Madame, vous pouvez vous asseoir ici. » Soudain, un homme âgé vêtu simplement s'est levé de son siège. Il portait un grand sac qu'il avait placé à ses pieds. Il avait l'air usé et loin d'être riche, mais son cœur était infiniment plus noble que celui de mon mari bien habillé. « Merci, monsieur. »« Merci beaucoup, » ai-je dit, la voix rauque en retenant mes larmes. Je me suis assise lentement, grimaçant lorsque mon dos a touché le siège en plastique dur. L'homme m'a fait un sourire sincère et s'est déplacé pour se tenir près d'une barre. Quelle ironie! Un étranger qui avait probablement du mal à joindre les deux bouts avait plus de compassion que l'homme qui était censé m'aimer et me protéger. J'ai essayé de réguler ma respiration, reposant ma tête un instant contre la vitre embuée du bus. Dehors, les lumières des gratte-ciel de Manhattan commençaient à scintiller, leur lueur arrogante semblant se moquer de la pauvreté en bas. Ma main a fouillé dans mon sac et a sorti mon smartphone. Son écran était fissuré au coin depuis que Jessica l'avait jeté lors d'une crise de colère parce que je n'avais pas rechargé son forfait de données le mois dernier. Une notification Instagram est apparue. Le compte de mon mari était en direct. Mon cœur a battu la chamade. Je ne devrais pas l'ouvrir. Je devrais juste me concentrer sur le retour à la maison, mais la douleur dans mon cœur avait besoin de validation. J'avais besoin de voir à quel point il pouvait être cruel pour que le moindre doute sur le fait de les détruire disparaisse complètement. Mon doigt tremblant a appuyé sur la notification. L'écran de mon téléphone s'est allumé avec une scène qui était un contraste à 180 degrés avec ma situation actuelle. Il montrait l'intérieur d'un steakhouse haut de gamme à volonté à Soho, célèbre pour ses prix exorbitants. Des lustres en cristal pendaient au plafond. De la vapeur s'élevait d'un grill de table chargé de bœuf wagyu marbré grésillant, d'un étalage de fruits de mer frais et de légumes biologiques. La caméra a pivoté vers mon mari, Ethan, qui riait de bon cœur, tenant une paire de pinces. Son visage était rouge et brillant à cause de la chaleur et de sa propre joie. À côté de lui, ma belle-mère se vantait après avoir pris une bouchée épicée, mais son visage rayonnait de triomphe. Jessica, ma belle-sœur, filmait, tournant occasionnellement la caméra sur elle-même. Quoi de neuf, tout le monde? Nous sommes de retour avec l'expérience Ethan. La voix perçante de Jessica traversait mon unique écouteur. Ce soir, nous célébrons le dernier succès de mon grand frère Ethan. L'affaire est conclue. L'argent coule à flot, donc on mange bien. Wow! J'ai vu que le nombre de spectateurs était assez élevé, environ 300 personnes. Ethan aimait cultiver une image de jeune entrepreneur à succès sur les réseaux sociaux. Une image fausse et fragile.
Ethan, tu es le meilleur pour inviter tout le monde, a lu Jessica dans un commentaire d'un spectateur. Bien sûr qu'il l'est. Mon frère est un vrai, pas un frimeur. Elle a fait une pause dramatique. Puis la caméra a pivoté vers ma belle-mère. Sharon, comment est le steak? Meilleur que la cuisine de ta belle-fille préférée à la maison. Ma belle-mère a laissé échapper un rire moqueur, la bouche encore pleine. Ah. Oh, Jess, ne compare même pas le wagyu à 5 japonais au ragoût fade d'Olivia. C'est comme comparer le ciel et la terre. De plus, a-t-elle ajouté, je suis tellement contente qu'elle ne soit pas là. Elle ne fait que plomber l'ambiance. Vous savez comment elle est. Toujours morose, probablement mauvaise pour les affaires. Maintenant qu'elle est partie, l'air semble plus frais et la nourriture a meilleur goût. Ma poitrine s'est serrée, non pas à cause de l'asthme, mais d'une rage qui bouillonnait en moi. Il parlait de moi comme si j'étais une peste. Ethan est intervenu avec un petit rire. Eh, maman. Ne sois pas comme ça. Je me sens un peu mal pour elle. Elle est probablement en train de se faire tremper dans un bus en ce moment. Elle a dit qu'elle voulait être indépendante. Eh bien, nous testons son indépendance. De plus, elle ne s'intègre pas dans notre cercle. Son style est tellement provincial. Elle ne sait pas comment agir quand je l'emmène rencontrer des clients ou dans des endroits chics comme celui-ci. C'est juste embarrassant. Tellement vrai, Ethan, s'est exclamé Jessica. En plus, elle raconte toujours ces histoires comme quoi elle serait la fille d'un riche qui vit juste une vie simple. Tellement délirant, non les gars? Elle prétend que son père possède des mines ou quelque chose comme ça, mais elle fait ses courses au rayon solde de Target. Quelle menteuse. Heureusement que mon frère est si patient avec sa femme inutile. Elle n'est qu'un joli visage, et même ça a probablement été lavé par la pluie maintenant. Ah. Mes larmes ont cessé de couler. Cette fois, elles ont séché instantanément, remplacées par un feu brûlant dans ma poitrine. Assez. J'avais été assez patiente. Je m'étais assez humiliée pour respecter un mari qui n'avait clairement aucun respect pour lui-même. J'avais supprimé mon propre ego en tant qu'héritière unique pour un amour qui s'est avéré être une imposture totale. Ils m'ont traité de menteuse. Ils m'ont traité de délirante. Très bien, je leur montrerai qui était vraiment délirant. Je leur montrerai qui vivait dans le mensonge. J'ai fermé l'application Instagram d'un coup sec. Mes mains, tremblant encore, ne tremblaient plus de tristesse, mais d'un courage alimenté par l'adrénaline. J'ai cherché un nom dans les contacts de mon téléphone. Un nom que je n'avais pas appelé depuis 2 ans, honorant ma promesse à Ethan de vivre de manière indépendante. Monsieur Harrison, ai-je chuchoté en appuyant sur le bouton d'appel. Cela n'a sonné que 2 fois avant qu'une voix grave et autoritaire ne réponde. Mademoiselle Olivia, mon Dieu, vous appelez enfin. Votre père et votre mère se sont fait un sang d'encre, surtout sachant que vous venez d'accoucher. Comment allez-vous, madame? Où êtes-vous? Je peux envoyer une voiture vous chercher immédiatement. J'ai pris une profonde inspiration, retenant un sanglot pour que ma voix paraisse ferme. Monsieur Harrison, n'envoyez pas de voiture tout de suite. Je suis en route pour la maison sécurisée. J'ai besoin de votre aide maintenant. C'est une urgence. Le ton de Monsieur Harrison a instantanément changé, devenant tranchant et sérieux. Il était le bras droit de mon père, la personne la plus fiable en charge de tous les actifs et affaires de notre famille. Dites-moi quoi faire, mademoiselle Olivia. Qui vous a causé des ennuis? J'ai regardé mon propre reflet pâle dans la vitre du bus. Je l'ai tout, Harrison, ai-je ordonné froidement. Je l'ai chaque actif que mon père a fourni à Ethan et à son entreprise sous mon nom. Les cartes de crédit supplémentaires qu'il détient, l'accès aux comptes d'entreprise financés par mon père, la voiture de société, l'appartement dont le loyer est payé par le bureau de mon père. Coupez tout. Maintenant, à cette seconde même. Il y eut un moment de silence à l'autre bout. Puis le bruit d'une frappe rapide sur un clavier. Compris, madame. Êtes-vous certaine? Cela aura un effet immédiat et catastrophique sur ses opérations commerciales, sur Ethan. Je suis certaine, Harrison, ai-je dit, en insistant sur chaque mot. Et encore une chose, assurez-vous que chaque carte de débit et de crédit qu'il porte en ce moment est complètement bloquée. Signalez-les comme perdues ou volées afin qu'elles ne puissent pas être approuvées manuellement par le commerçant.
Je veux qu'il vive une humiliation qu'il n'oubliera jamais pour le reste de sa vie. Considérez que c'est fait, madame. Dans les 2 minutes, tout accès financier pour Ethan Williams lié à Davenport Holdings sera complètement paralysé. Autre chose? C'est tout pour le moment. Merci. Je rappellerai quand je serai arrivé. J'ai mis fin à l'appel. Les coins de ma bouche se sont relevés en un sourire amer et cynique. J'ai rouvert Instagram, mais cette fois pas pour regarder, mais pour être témoin du début de leur chute. À l'écran, Ethan venait de lever la main, signalant un serveur pour l'addition. Son visage était toujours arrogant, plein de confiance en soi. Il a sorti son portefeuille en cuir et en a extrait une carte noire élégante. La carte dont il se vantait être son Amex Centurion gagnée grâce à son propre travail acharné. En réalité, c'était une carte supplémentaire liée à mon compte principal à limite illimitée. Très bien, tout le monde. Il est temps de payer, a dit Ethan à la caméra avec un sourire suffisant. Mangez autant que vous voulez. Ne regardez même pas les prix. Jessica a applaudi. Merci, grand frère. Le serveur est arrivé avec un terminal de carte portable. Ethan a glissé nonchalamment la carte dans la fente. J'ai retenu mon souffle, comptant dans ma tête. 3, 2, 1. Sur le flux en direct, l'expression du serveur a changé pour devenir confuse. Il a essayé de passer la carte à nouveau, puis une fois de plus. Le regard suffisant d'Ethan a commencé à vaciller. Quel est le problème? Votre machine est cassée, a demandé Ethan, sa voix montant. Je suis désolé, monsieur, la carte a été refusée. Le serveur a répondu assez fort pour être entendu sur le flux en direct. Quoi? C'est impossible. Réessayez. Elle a une limite de plusieurs millions de dollars, a claqué Ethan. J'ai laissé échapper un petit rire creux mais néanmoins satisfaisant. Profite de ton dessert, mon cher mari, ai-je pensé pour moi-même. Le bus dans lequel j'étais continuait son voyage sous la pluie, m'emportant loin d'un passé douloureux et vers un avenir où c'était moi qui avais le contrôle. Le jeu ne faisait que commencer. Le bruit de la pluie tambourinant sur le toit de l'abri de bus rivalisait avec le rugissement du moteur du bus qui partait. J'étais assise seule sur le banc en métal froid, serrant ma fine veste pour protéger mon bébé des embruns, mais mes yeux restaient rivés à l'écran fissuré de mon téléphone. Là, sur ce petit écran, le vrai drame se déroulait, une tragicomédie mettant en vedette mon mari. Sur le flux Instagram en direct, l'atmosphère dans le steakhouse premium de Soho était devenue tendue. Le large sourire satisfait qu'Ethan arborait en dévorant un steak tomahawk à $1 million s'estompait maintenant. Le serveur, debout poliment près de leur table, tenait toujours la machine à cartes, mais son expression devenait mal à l'aise. Je suis vraiment désolé, monsieur. La voix du serveur était claire alors que Jessica, ayant l'intention de capturer un moment de paiement prestigieux, avait rapproché le téléphone. La carte a été refusée. La transaction a été rejetée par la banque émettrice. Ethan a ri, mais c'était un son creux et forcé destiné à couvrir son embarras devant la caméra et sa mère. Vous plaisantez. C'est une carte noire Centurion. Elle ne peut pas être refusée. Passez-la encore. Le signal de votre machine est probablement faible à cause de la pluie. Bien sûr, monsieur. Je vais essayer une fois de plus, a dit le serveur patiemment. Je retenais mon souffle, mon cœur battant avec un étrange mélange de satisfaction et de douleur. Dans la section des commentaires du flux en direct, les abonnés d'Ethan commençaient à s'agiter. MD a refusé. Le PDG a-t-il oublié de payer sa facture? L'un a écrit, soyons positifs, les gars. Peut-être que la puce est juste grasse à cause du steak. Un autre a plaisanté sarcastiquement à l'écran. Le serveur a secoué la tête à nouveau. Le voyant lumineux sur la machine a clignoté en rouge. C'est pareil, monsieur. Ne pas honorer. Cette carte ne peut pas être utilisée. Le visage d'Ethan est devenu rouge écarlate. Les veines de son cou saillaient. Sa fierté vertigineuse était testée publiquement. Il a fouillé brutalement dans son portefeuille en cuir de marque et a sorti 2 autres cartes, une Amex Platine et une Visa Or. Tenez, essayez l'une de celles-ci. L'une est Chase, l'autre est Capital One. Elles ne peuvent pas toutes être cassées. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement embarrassant avec tout le monde qui regarde, a chuchoté frénétiquement Jessica. La ferme, Jessica.
Ce doit être une panne bancaire à l'échelle du système, a claqué Ethan. Le serveur a essayé la deuxième carte, refusé. La troisième carte, refusée. L'humeur à table est passée de l'agacement à la panique totale. Ma belle-mère, Sharon, qui était occupée à se curer les dents, le foudroyait maintenant du regard. Elle a claqué sa serviette sur la table. Ethan, qu'est-ce que cela signifie? N'ose pas m'embarrasser. Nous ne pouvons même pas payer le dîner. Tu as dit que ton affaire venait de rapporter des millions. Sois patiente, maman. Ça doit être une erreur technique, a dit Ethan, des perles de sueur se formant sur son front luisant. Il fixait la machine à cartes comme si c'était un monstre sur le point de le dévorer tout entier. Maître d'hôtel, appelez votre directeur. Toutes vos machines sont des ordures. Je veux payer avec mon argent. Pourquoi rendez-vous cela si difficile? Le directeur du restaurant, un homme d'âge moyen en costume élégant, s'est approché de leur table. Je reconnaissais le restaurant. C'était l'un des favoris de mon père pour recevoir des partenaires commerciaux internationaux. Leurs normes de service étaient impeccables, et ils ne toléreraient pas une scène qui dérangerait les autres clients. Bonsoir, monsieur. Y a-t-il un problème avec lequel je peux vous aider? A demandé le directeur, d'un ton calme mais ferme. Vos machines sont cassées, a accusé Ethan, sa voix montant et faisant se retourner les dîneurs aux tables voisines. J'ai essayé 3 cartes différentes et elles ont toutes été refusées. Mon solde est assez élevé pour acheter tout ce restaurant. Le directeur a offert un sourire mince, poli, mais mortel. Mes excuses, monsieur, mais nous venons de traiter des transactions pour les tables 12 et 8 avec cette même machine, et les deux se sont déroulés sans problème. Si la machine indique refuser ou appeler l'émetteur, le problème vient de la banque émettrice de vos cartes, pas de notre équipement. Ethan était sans voix. Échec et mat. Jessica a rapidement mis fin au flux en direct. L'écran de mon téléphone est devenu noir, mais je n'avais plus besoin d'image. Je pouvais imaginer le reste avec une clarté parfaite, comme si j'étais assise sur la chaise vide à côté d'eux. J'ai rapidement ouvert mon application bancaire et vérifié le statut des cartes supplémentaires détenues par Ethan. Tout était signalé en rouge, bloqué par le titulaire de la carte. J'ai souri, mais le spectacle n'était pas terminé. Je savais qu'Ethan portait rarement beaucoup d'argent liquide. Il considérait cela comme démodé et sale. Leur facture pour le wagyu, les truffes et le vin coûteux devaient être d'au moins 5 ou 6 000 $. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un message de Monsieur Harrison. Il avait envoyé une photo. Apparemment, Monsieur Harrison avait des yeux et des oreilles partout. Ou peut-être avait-il simplement piraté les caméras de sécurité du restaurant. Je me fichais de savoir comment. La photo montrait Ethan en train de se disputer avec le directeur, le visage pâle et désespéré. La photo suivante le montrait en train d'enlever la Rolex submarinée qu'il exhibait toujours et de la tendre au directeur. Puis un texto de Monsieur Harrison est arrivé. Votre mari a tenté d'utiliser sa montre comme garantie car toutes ses cartes de débit et de crédit sont non fonctionnelles. Le directeur du restaurant a refusé. J'ai froncé les sourcils. Pourquoi refuser? Une Rolex valait des dizaines de milliers de $, bien plus que leur facture de dîner. Le message suivant est arrivé. Le directeur a reconnu la montre comme une contrefaçon de haute qualité. Ethan a été publiquement humilié pour avoir tenté de refiler un faux. Il a été forcé de laisser son permis de conduire et de signer une reconnaissance de dette. Un rire s'est échappé de mes lèvres, un son mêlé de larmes. Tout ce temps, Ethan m'avait rabaissé pour mes vêtements bon marché et mes sacs sans marque. Il affichait toujours cette montre comme un symbole de sa réussite. C'est un investissement, Liv. On peut juger du succès d'un homme à sa montre, disait-il. Il s'avérait qu'il m'avait menti, ainsi qu'à tout le monde. La montre qu'il avait achetée avec l'allocation mensuelle que je lui donnais, celle qu'il prétendait valoir autant qu'une voiture, n'était qu'un faux. Le reste de l'argent avait dû passer dans ses dépenses somptuaires, ou peut-être pour une autre femme. Dans le bus, qui roulait à nouveau, j'ai serré mon fils plus fort. Tu vois, mon amour, ton père récolte ce qu'il a semé. Sa honte ne venait pas de ne pas avoir d'argent, mais de voir son masque de richesse arraché en public. L'image d'Ethan suppliant, de Sharon cachant son visage avec son sac à main, et de Jessica faisant semblant de ne pas connaître son propre frère dansait dans ma tête.
La pluie dehors s'intensifiait comme si la nature elle-même lavait la façade de mensonges de la famille. Mais ce n'était que le début. Les cartes de crédit désactivées n'étaient qu'une petite piqûre. La vraie tempête les attendait sur leur trajet de retour. J'ai appuyé ma tête contre la vitre vibrante du bus. La douleur post-opératoire dans mon abdomen était toujours atroce, mais la douleur dans mon cœur commençait lentement à guérir. Pas avec des médicaments, mais en regardant la justice commencer à se dérouler. Une justice servie par ma propre main. J'ai fermé les yeux un instant, imaginant leur voyage de retour, qui était sur le point de devenir un enfer vivant. L'atmosphère à l'intérieur de la Cadillac Escalade serait tout sauf confortable malgré ses sièges en cuir moelleux et sa climatisation parfaite. Grâce à l'application de suivi de véhicules connectés au système de sécurité de la famille Davenport, une fonctionnalité que mon père avait secrètement fait installer dans chaque véhicule qu'il achetait, y compris celui qu'Ethan utilisait. Je pouvais écouter un flux audio en temps réel de l'intérieur de la voiture. C'était une fonction de sécurité conçue pour les scénarios d'enlèvement. Mais ce soir, c'était mon outil personnel pour écouter le monde de mon mari s'effondrer. Le bruit de la pluie battante et du tonnerre lointain était étouffé par l'insonorisation de la voiture de luxe, mais le bruit à l'intérieur était bien plus fort et plus terrifiant. « Comment as-tu pu, Ethan ?» La voix de Sharon était un hurlement aigu, brisant le silence tendu. Je n'ai jamais été aussi embarrassé de toute ma vie. Sais-tu qui était à la table voisine? Marge Harrison du conseil de charité. Et si elle répandait des rumeurs au prochain gala? Oh, avez-vous entendu? Le fils de Sharon mange comme un roi mais ne peut pas payer ses factures. Ouais, Ethan. C'était horrible, à jeun Jessica. J'ai dû supprimer toute ma story Instagram. L'engagement était incroyable, aussi. Maintenant, mon image est ruinée parce que tes cartes de crédit sont fausses ou quelque chose comme ça et tu t'es fait prendre avec une montre contrefaite. C'est tellement gênant. Taisez-vous toutes les deux. Le rugissement d'Ethan a rempli la voiture, faisant grésiller le haut-parleur de mon téléphone. Il y a eu un bruit sourd alors qu'il frappait du poing contre le volant. Sa respiration était lourde et saccadée. Vous pensez que je ne panique pas, hein? A-t-il hurlé de frustration. Je ne comprends pas pourquoi toutes mes cartes ont été bloquées en même temps. Elles fonctionnaient ce matin quand j'ai pris de l'essence. Ça doit être du sabotage. Quelqu'un est jaloux de notre succès. Soudain, le téléphone d'Ethan a sonné. Ce n'était pas une sonnerie normale, mais une sonnerie spécifique qu'il utilisait pour les appels professionnels hautement prioritaires. Monsieur Coleman, bonjour. La voix d'Ethan est instantanément devenue douce et obséquieuse. Bonsoir, monsieur. Quelle surprise de vous entendre si tard. De bonnes nouvelles concernant le financement de série B? J'ai écouté attentivement. Monsieur Coleman était l'un des principaux investisseurs de la start-up d'Ethan. Bien sûr, Monsieur Coleman était aussi un associé commercial de mon père qui avait investi sur ordre de mon père, et non parce qu'Ethan était un prodige des affaires. La voix de Monsieur Coleman était faible, mais son ton était froid et décisif. Bonsoir, Ethan. J'appelle pour vous informer que nous retirons notre engagement d'investissement total avec effet immédiat. L'avis officiel est déjà dans votre email. Quoi? La voix d'Ethan s'est brisée. Mais pourquoi, monsieur? Le projet est en cours. Nous avons besoin de ce financement pour la paie du mois prochain. Si vous vous retirez, nous allons nous effondrer. Ce n'est plus mon souci. Un audit interne récent a révélé que votre entreprise comporte un niveau de risque inacceptable. De plus, la recommandation de votre garant principal, Monsieur Epsi Davenport, a été annulée. Bonne nuit. La ligne a été coupée. Allô? Allô, Monsieur Coleman? Ethan a hurlé dans son téléphone silencieux. Qu'est-ce que c'était, Ethan? Pourquoi l'investisseur s'est-il retiré? A demandé Sharon frénétiquement. Qu'en est-il de l'argent pour mon paiement hypothécaire? Avant qu'Ethan ne puisse répondre, son téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était son numéro de bureau. Et maintenant, a-t-il aboyé dans le téléphone? Monsieur Williams, c'est une catastrophe. La voix hystérique de sa secrétaire était si forte que je pouvais l'entendre clairement. Le bureau est perquisitionné par l'IRS et l'agence de leasing. Ils saisissent les ordinateurs et les serveurs. Ils disent qu'il y a des preuves d'évasion fiscale et de 6 mois de loyer impayés sur le bâtiment. Où êtes-vous?
Ils vous demandent. Ils ont amené la police, monsieur. J'ai entendu le crissement des pneus sur l'asphalte mouillé alors qu'Ethan appuyait violemment sur les freins. Jessica et Sharon ont crié alors qu'elles étaient projetées vers l'avant. Ethan, tu essaies de nous tuer, a hurlé Sharon, mais Ethan s'en fichait. Sa respiration donnait l'impression qu'il était étranglé. Qu'est-ce que vous avez dit? L'IRS? Le bail? Restez là. Ne les laissez rien prendre. Dites-leur que je suis le PDG. Je prendrai la responsabilité. Ils ont dit que vous n'êtes plus le PDG, monsieur, a sangloté sa secrétaire. Vous avez été révoqué par l'actionnaire majoritaire il y a 10 minutes. Votre accès email a été révoqué. Vous n'avez plus aucune autorité ici. Le téléphone a claqué en tombant de la main d'Ethan. Je l'ai entendu heurter la console centrale. Silence. Il n'y avait que le bruit de la pluie incessante contre le pare-brise et les respirations étouffées et haletantes d'Ethan, comme si l'oxygène à l'intérieur de l'escalade spacieuse s'était soudainement épuisé. Ça ne peut pas arriver, a marmonné Ethan, sa voix tremblant violemment. C'est un cauchemar. C'est impossible que tout s'effondre en une nuit. Ethan, dit quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Sharon a secoué l'épaule de son fils. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Tu n'es plus le PDG. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu ne m'as même pas encore envoyé mon allocation mensuelle. Maman, peux-tu juste te taire? Ethan a explosé, sa voix gorgée de larmes non versées. Nous sommes en faillite, maman. En faillite. Les investisseurs sont partis. Le bureau est saisi. Je suis viré. Tout est parti. Nous n'avons rien. En faillite, a hurlé Jessica. Et mon voyage à Aspen la semaine prochaine? J'ai déjà promis à mes amis. Tu te moques de moi, Ethan? Je ne peux pas annuler. Ce serait tellement humiliant. Tu t'inquiètes pour des vacances? Ethan a ri. Un son hystérique de quelqu'un qui avait perdu la raison. J'ai fermé les yeux, savourant cette symphonie de destruction. Comme leur vie était fragile. Ils avaient bâti leur château sur du sable, comptant sur de l'argent et du pouvoir qui n'étaient pas les leurs, tout en piétinant la personne même qui leur fournissait tout. Soudain, Ethan a marmonné pour lui-même comme quelqu'un qui se réveille d'une transe. Attends, Monsieur Coleman a dit que la recommandation du garant principal avait été annulée. Le garant était Monsieur Davenport. Un instant de silence. Le cerveau d'Ethan, émoussé par des années d'arrogance, commençait enfin à relier les points. Davenport, a-t-il chuchoté. Davenport Holdings. Olivia. En fait. De quoi parles-tu, Ethan? A demandé Sharon, confuse. Qu'est-ce que cette pauvre orpheline Olivia a à voir avec le milliardaire Davenport? C'est juste une coïncidence, c'est un nom courant. Ça ne peut pas être une coïncidence, maman, la voix d'Ethan s'est élevée à nouveau, cette fois remplie d'une pure terreur. Tout ce temps, j'ai décroché des projets faciles, les permis étaient toujours approuvés, le financement arrivait toujours. Je pensais que c'était parce que j'étais brillant. Mais chaque fois qu'il y avait un problème, Olivia disait simplement « Je prierai pour toi ». Et le lendemain, le problème était résolu. Son nom complet, c'est Olivia Davenport, sur sa carte d'identité. Mais je ne m'en suis jamais soucié parce que le nom semblait si banal. Tu veux dire? La voix de Jessica tremblait. Notre Olivia fait partie de la famille Davenport? Ceux qui possèdent la moitié des gratte-ciel de cette ville? Ceux qui possèdent le centre commercial où nous étions juste? Elle a dû le dire à son père. Ethan a frappé son poing sur le volant à nouveau, cette fois avec un bruit sourd et vain de regret et de peur. Aujourd'hui, je lui ai jeté $20. Je lui ai dit de prendre le bus sous une pluie battante, juste après qu'elle ait donné naissance à un héritier Davenport. Nous sommes morts, a sifflé Sharon. Son ton arrogant avait disparu, remplacé par le chuchotement terrifié d'une vieille femme. Si elle est vraiment une Davenport, nous sommes finis. Ethan, ces gens sont puissants. Ils pourraient nous faire disparaître de cette ville sans laisser de traces. Le flux audio a capturé les sanglots brisés de Sharon, bientôt rejoints par les pleurs craintifs de Jessica. Ethan était silencieux, mais je pouvais imaginer son visage cendré alors qu'il regardait les rues mouillées de New York. Il venait de réaliser qu'il avait jeté la mine d'or qui dormait à côté de lui. Il venait de réveiller un tigre endormi.
J'ai éteint l'application de suivi. C'était suffisant. J'avais entendu ce que j'avais besoin d'entendre. Ils étaient maintenant en route pour l'appartement, pensant qu'ils avaient au moins un toit au-dessus de leur tête pour la nuit. Comme c'est pitoyable. Ils n'avaient aucune idée que la surprise qui les attendait dans le hall serait bien plus douloureuse qu'une carte de crédit refusée. Des cartons remplis de leurs vêtements de créateurs les attendaient déjà. Ce soir, le ciel sombre de New York serait leur toit, et le vent froid de la nuit serait leur couverture de regrets. Le bus MTA a finalement atteint mon arrêt. Je me suis levé lentement, portant mon bébé qui dormait paisiblement. La pluie s'était calmée pour devenir une légère bruine. Je suis descendu du bus avec un cœur stable. Mes pas n'étaient plus douloureux ou hésitants. L'agonie physique semblait avoir disparu, remplacée par une nouvelle force. Je n'étais plus Olivia, la femme maltraitée. Ce soir, j'étais redevenu Olivia Davenport, et ce jeu était loin d'être terminé. Je me suis adossé au siège passager moelleux de la Rolls-Royce Phantom que mon père avait envoyé pour me chercher. Le silence à l'intérieur de cette voiture était si profond et apaisant, un contraste frappant avec la tempête d'émotions que je venais d'endurer dans le bus MTA bondé. Le chauffeur personnel de mon père, Daniel, naviguait dans la circulation de Manhattan rendue glissante par la pluie avec une aisance habituelle. Dans mes mains, une grande tablette affichait un flux en temps réel d'une caméra de sécurité. Oui, le jeu n'était pas terminé. Je ne manquerai pas une seule seconde de leur chute. Monsieur Harrison, avec son efficacité habituelle, avait déjà obtenu l'accès aux caméras de sécurité dans le hall de l'immeuble où vivaient Ethan et sa famille, un appartement dont le bail avait été payé par l'entreprise de mon père à l'insu d'Ethan. À travers l'écran haute résolution, j'étais la seule spectatrice de l'émission de télé-réalité la plus satisfaisante imaginable. La tablette montrait le hall opulent d'un immeuble de luxe à Midtown. Ses sols en marbre italien brillaient sous un énorme lustre en cristal. Normalement, Ethan traverserait ce hall le menton haut, adressant au concierge un signe de tête arrogant comme s'il possédait les lieux, mais ce soir était différent. L'escalade noire d'Ethan s'est arrêtée devant les portes en verre. Sur l'écran, je pouvais voir sa posture raide alors qu'il sortait. Il n'est pas entré directement, mais s'est arrêté, se frottant le visage brutalement comme s'il rassemblait ses derniers lambeaux de courage. La pluie légère avait collé sa chemise coûteuse, maintenant froissée, à sa peau. Ma belle-mère, Sharon, a émergé du côté passager. Son visage, habituellement rayonnant de soins spa coûteux, était maintenant bouffi et strié de larmes, son mascara coulant en ruisseau noir sur ses joues. Jessica a suivi, toujours collée à son téléphone, bloquant probablement le flot de commentaires haineux sur ses réseaux sociaux. Ils sont entrés dans le hall. J'ai monté le volume de ma tablette pour entendre le son du microphone au bureau de réception. Ethan s'est approché du portail de sécurité automatisé qui séparait le hall public de la batterie d'ascenseurs privés. Il a sorti son badge et l'a tapé contre le capteur. Bip. Le voyant lumineux a clignoté en rouge. Le tourniquet est resté verrouillé. Ethan a froncé les sourcils. Il l'a tapé à nouveau, plus fort cette fois. Bip. 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 Rouge encore. Bon sang, a juré Ethan, sa voix résonnant dans le hall calme. Pourquoi chaque technologie conspire-t-elle contre moi aujourd'hui? Et maintenant, Ethan, a demandé Sharon avec lassitude, s'affaissant sur un canapé moelleux dans la zone d'attente. Je suis épuisé. Je veux juste une douche chaude dans mon lit. Ne me dis pas que les ascenseurs sont aussi en panne. Ce n'est pas l'ascenseur, maman. Le badge ne fonctionne pas, a dit Ethan, sa voix empreinte de panique. Il a frotté le badge contre son pantalon comme s'il essayait d'essuyer une poussière imaginaire et a réessayé. Toujours rien. Un agent de sécurité qui se tenait près de la porte s'est approché d'eux. C'était le même garde qui saluait toujours Ethan avec un signe de tête déférent. Mais ce soir, son regard était froid et professionnel. Derrière lui, une silhouette familière a émergé. Monsieur Henderson, le gestionnaire de l'immeuble. Bonsoir, Monsieur Williams, a dit Monsieur Henderson, son ton plat, dépourvu de sa chaleur obséquieuse habituelle. Bonsoir, Monsieur Henderson. Une bonne chose que vous soyez là, a dit Ethan, forçant un sourire. Mon badge semble mal fonctionner. Pourriez-vous ouvrir le portail pour nous manuellement? Ma famille et moi sommes très fatigués. Monsieur Henderson n'a pas bougé. Il a croisé les bras sur sa poitrine,
un signal clair de mauvaise nouvelle. Je crains que votre badge ne soit pas cassé, monsieur Williams. Votre accès a été intentionnellement désactivé à partir de 20 h ce soir. Ethan a fixé, abasourdi. Que voulez-vous dire par désactivé? Je suis résident ici. Je paie des frais d'entretien élevés chaque mois. C'est précisément le problème, monsieur, a dit monsieur Henderson, sortant sa propre tablette et montrant l'écran à Ethan. Selon nos dossiers, votre unité, 35B, a 6 mois de loyer en retard. Un garant a couvert les frais de retard, c'est pourquoi nous n'avons pas pris de mesures. Cependant, cet après-midi, nous avons reçu un avis officiel de ce garant, Davenport Property Incorporated, indiquant qu'ils annulent toutes les garanties et résilient le contrat de bail au nom d'Ethan Williams. Mon cœur a sauté un battement en entendant le nom de l'entreprise de mon père prononcé à haute voix. Je pouvais voir la couleur quitter le visage d'Ethan. Ses jambes semblaient instables. Attendez, une seconde. Ethan a bégayé. 6 mois. Mais le loyer est toujours transféré automatiquement depuis le compte de ma femme. Ma femme s'occupe de tout ça. Je ne suis pas au courant de votre arrangement domestique, monsieur. Tout ce que je sais, c'est que les fonds n'ont pas été reçus et que le garant a résilié le contrat. Selon la politique de gestion, lorsqu'un garant principal se retire en raison d'une rupture de contrat, l'unité doit être libérée immédiatement. Libérée, a hurlé Sharon, sautant du canapé, les yeux écarquillés d'incrédulité. Qu'est-ce que vous voulez dire par nous mettre à la porte au milieu de la nuit? Avez-vous une idée de qui est mon fils? C'est un PDG, un homme riche. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Henderson a regardé Sharon avec une pitié condescendante. Madame, le statut de PDG de votre fils n'est pas pertinent lorsque le loyer n'est pas payé, et je suis désolé de dire que la procédure d'expulsion a déjà été achevée. Monsieur Henderson a fait un geste vers un coin faiblement éclairé du hall près de la sortie de secours. Empilé. Il y avait environ 10 cartons, des boîtes brunes usées estampillées avec les logos de marques de nouilles instantanées et d'eau en bouteille, jurant fortement avec le luxe 5 étoiles du hall. La pluie n'avait pas cessé lorsque je suis arrivé au domaine de mes parents dans l'Upper East Side. Le manoir se dressait majestueusement sur tout un pâté de maisons, ses portes en fer forgé ornées de 3 mètres de haut séparant notre monde du chaos de New York. Des colonnes de marbre blanc soutenaient un grand portique, et une vaste pelouse entretenue comportait une grande fontaine en son centre. Je suis entré par une porte latérale pour éviter d'attirer l'attention et je suis allé directement dans ma chambre d'enfant, que le personnel avait déjà préparée. La styliste personnelle et la maquilleuse de ma mère attendaient. Oh, mademoiselle Olivia, s'est écriée madame Gable, la gouvernante en chef qui avait aidé à m'élever, les yeux remplis de larmes en me voyant dans ma simple robe d'hôpital. Est-ce que vous allez bien? Où est le bébé? Laissez-moi m'occuper de lui. Le bébé va bien, Marie. Il est dans la chambre d'enfant avec sa nounou, ai-je répondu avec un faible sourire. Pour l'instant, j'ai besoin de votre aide. Je dois être parfaite dans 30 minutes. En peu de temps, une transformation s'est produite. La robe unie et le cardigan bon marché avaient disparu. Je portais maintenant une élégante robe en soie couleur champagne qui drapait gracieusement mon corps, tout en étant confortable pour ma condition post-opératoire. Mes cheveux étaient coiffés et relevés, et mon visage, autrefois pâle, était maintenant touché par un maquillage subtil mais puissant qui dissimulait les cernes sous mes yeux et faisait ressortir une aura de classe que j'avais longtemps supprimée. J'ai regardé mon reflet dans un grand miroir au cadre doré. Le personnage d'Olivia, la femme au foyer effacé, était mort. Se tenait ici Olivia Davenport, l'unique héritière d'un formidable empire commercial. Quel est leur statut, Harrison, ai-je demandé par l'interphone. Ils viennent d'être déposés par un taxi à la porte principale, madame, a rapporté monsieur Harrison depuis le poste de sécurité. Un taxi, pas un Uber Black. J'ai souri sombrement. Un taxi jaune. Le trajet chaotique avait dû être sa propre forme de torture pour la sensibilité délicate de Jessica et l'ego démesuré de Sharon. Gardez-les à la porte. Laissez-les attendre dehors un peu. Laissez-les profiter de la nuit froide de New York tout comme je l'ai fait cet après-midi. Pendant ce temps, devant les portes colossales de ma famille, Ethan, Sharon et Jessica se tenaient tremblants. Leurs vêtements étaient trempés. Jessica serrait son sac à main de créateur trempé comme si c'était un radeau de sauvetage, tandis que Sharon se plaignait sans cesse de son mal de dos du haut trajet en taxi.
La pile de cartons contenant leurs biens avait été laissée sur le trottoir car le chauffeur de taxi avait refusé de les amener à l'intérieur. « Es-tu sûr que c'est la bonne adresse ?» a demandé Sharon, tendant le cou pour regarder les portes imposantes. « C'est un palais. Ça doit être la maison d'un sénateur ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas moyen qu'Olivia connaisse quelqu'un qui vit ici. Elle inventait probablement tout. »« Je suis sûr, maman, » a répondu Ethan, claquant des dents. Juste après notre mariage, elle a laissé échapper une fois que sa tante travaillait comme bonne au numéro 88 de cette rue. Elle a dit que si jamais nous avions des ennuis, nous pourrions venir ici pour demander de l'aide. Sa tante est une bonne ? Ça se tient, a ricané Jessica. Pas question. Sa pauvre famille possède cet endroit. Ils nous feront probablement utiliser l'entrée de service et nous donneront des restes. Je m'en fiche, Jessica. Je mangerai des restes tout de suite. Je meurs de faim, a geint Sharon. Ethan a appuyé sur la sonnette à côté de la porte. Une caméra de sécurité a pivoté pour se concentrer sur leur visage. Oui, a grésillé une voix bourrue dans le haut-parleur. Bonsoir, monsieur, a dit Ethan nerveusement. Nous sommes des parents d'Olivia. Est-elle ici? Il y a eu une longue pause. Olivia? Je ne connais personne de ce nom. Peut-être qu'elle travaille ici ou vit ici. Ethan ne savait même pas comment m'appeler. Un instant, ils ont attendu pendant 10 minutes qui ont semblé être une éternité. Le vent de la nuit coupait à travers leurs vêtements mouillés. Ils se tenaient comme des mendiants devant le château d'un roi. Un miroir parfait de la façon dont ils m'avaient traité à l'arrêt de bus. Seulement cette fois, ils n'avaient plus aucune dignité. Soudain, les portes en fer massive ont commencé à glisser avec un bourdonnement hydraulique silencieux. Elle s'ouvre, a crié Jessica avec espoir. Ils nous laissent entrer. Dieu merci, je ne sens plus mes pieds. Ils ont commencé à avancer, s'attendant à un majordome avec des serviettes chaudes, mais leurs espoirs ont été anéantis alors que les phares brillants d'une voiture les aveuglaient de l'intérieur du domaine. Une magnifique voiture de luxe blanc perle glissait vers la porte. Pas n'importe quelle voiture, c'était une Rolls-Royce Phantom, le symbole ultime de la richesse, quelque chose qu'Ethan ne pouvait même pas rêver de posséder. Ethan, Sharon et Jessica ont reculé instinctivement. Ils supposaient que le propriétaire de la maison partait. Ethan, ça doit être le propriétaire, a chuchoté Sharon avec excitation, essayant d'arranger ses cheveux emmêlés. Faisons leur signe. Demandons de l'aide. Peut-être qu'ils auront pitié de nous. Ne nous embarrasse pas, maman, a sifflé Ethan. Mais c'était trop tard. La voiture s'est arrêtée directement devant eux. La vitre arrière teintée est descendue silencieusement. Tous les trois ont retenu leur souffle, se préparant à afficher leurs expressions les plus pitoyables. Sharon était même prête à s'agenouiller. La vitre s'est ouverte complètement. Assise à l'intérieur se trouvait une jeune femme en robe élégante, le visage illuminé par l'éclairage intérieur doux de la voiture, le regard froid et perçant. Sur ses genoux, un tout petit bébé dormait paisiblement, enveloppé dans une couverture de soie. La bouche d'Ethan est tombée ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses yeux s'écarquillaient comme s'ils allaient sortir de leurs orbites. Jessica a couvert sa bouche avec ses deux mains, étouffant un cri. Sharon a titubé en arrière, heurtant un poteau de la porte, le visage blanc comme un fantôme. La femme dans la voiture de luxe a tourné la tête lentement vers eux. Les coins de ses lèvres se sont relevés en un sourire terrifiant et cynique. Olivia, a sifflé Ethan, sa voix à peine un murmure, perdu dans le bruit de la pluie. J'ai baissé les yeux sur mon mari, mon ex-mari, depuis ma position élevée, scrutant sa chemise mouillée et sale, son pantalon éclaboussé de boue, et son visage gravé d'un désespoir total. Bonsoir, Ethan, l'ai-je salué, ma voix douce, mais tranchante comme un rasoir. Que fais-tu devant ma maison si tard dans la nuit? N'étais-tu pas occupé à savourer un dîner de steak? Ta maison, a bégayé Sharon. Ses jambes ont lâché et l'instant d'après, la femme perpétuellement arrogante s'est effondrée sur l'asphalte mouillé. Elle ne s'est pas évanouie. Elle était simplement trop choquée pour se tenir debout. Oui, Sharon. La maison de mes parents. La maison où j'ai grandi avant de commettre la plus grande erreur de ma vie. Épousez votre fils, ai-je répondu calmement. Olivia, chérie.
Ethan a essayé de s'approcher de la voiture, sa main tremblant alors qu'il tendait le bras vers la porte. C'est tout un malentendu. Je peux expliquer. Je ne savais pas. S'il te plaît, pardonne-moi, Liv. Daniel, mon chauffeur, a donné un coup de klaxon court et sec, faisant sursauter Ethan en arrière. Ne touche pas ma voiture avec tes mains sales, Ethan, ai-je dit froidement. Tu pourrais endommager la peinture coûteuse, ou les sièges en cuir pourraient commencer à sentir le renfermer. Tu te souviens de ce que tu as dit cet après-midi. Ces mots ont frappé Ethan plus fort que n'importe quel coup physique. Il s'est souvenu de ces mots exacts alors qu'il me jetait hors de son escalade. Son visage a rougi d'une onde bien trop tardive. Olivia, s'il te plaît. Jessica a commencé à pleurer. Cette fois avec une peur sincère. Nous n'avons nulle part où aller, Liv. Nous avons été expulsés. La voiture a été saisie. Nous mourrons de faim. S'il te plaît, laisse-nous entrer. Nous sommes de la famille, non? De la famille? J'ai ri doucement. Quel genre de famille laisse son neveu nouveau-né sous la pluie à un arrêt de bus? Quel genre de famille se moque de sa belle-sœur sur les réseaux sociaux? J'ai regardé Daniel. Conduis, Daniel. L'air ici commence à sentir les ordures. Oui, madame. La vitre a commencé à remonter. Attends, Olivia, ne nous laisse pas Olivia. Ethan a hurlé hystériquement, essayant de courir après la voiture alors qu'elle commençait à bouger. Il a couru quelques pas, puis a glissé sur le trottoir glissant et est tombé face première sur l'asphalte. Je n'ai pas regardé en arrière. À travers la vitre maintenant fermée, j'ai vu leurs 3 silhouettes diminuant dans le rétroviseur latéral. 3 personnes mouillées, froides et brisées devant un palais dont les portes leur étaient désormais fermées pour toujours. Ce soir, je dormirai dans mon lit chaud et confortable. Quant à eux, qu'ils apprennent que le karma ne manque jamais une adresse. Je ne les ai pas fait attendre dehors comme des mendiants longtemps, non par pitié, mais parce qu'il y avait un dernier acte à jouer devant mon père. Sur mon ordre via l'interphone, la sécurité a ouvert une petite porte latérale, pas la grande entrée principale, et a fait entrer Ethan, Sharon et Jessica dans l'enceinte du domaine. J'attendais dans le grand salon. Cette pièce était le cœur de l'opulence du manoir Davenport. Le plafond de 6 mètres de haut était orné d'une fresque européenne classique. Un lustre en cristal Swarovski d'une demi-tonne pendait au centre, projetant une lueur dorée à travers la pièce. Le sol en marbre de Carrare était frais et majestueux sous nos pieds. J'étais assise sur un fauteuil en velours bordeaux, les jambes croisées avec élégance, tenant une tasse de thé à la camomille fumante. À côté de moi se tenait mon père, Monsieur Davenport, l'homme qu'Ethan n'avait connu que comme un associé commercial lointain et un garant mystérieux. Mon père portait un pyjama en soie et une robe de chambre. Pourtant, il dégageait plus de puissance que lorsqu'il était en costume complet. Les portes du salon se sont ouvertes. 3 silhouettes trempées, frissonnantes et sales sont entrées avec hésitation. Ils semblaient minuscules dans la magnifique pièce. L'eau de pluie dégoulinait de leurs vêtements, tachant le sol en marbre blanc qui valait probablement plus que les gains de toute une vie d'Ethan. Ne vous asseyez pas. La voix de mon père a retenti basse et tranchante alors qu'il voyait Sharon sur le point d'abaisser son corps mouillé sur un canapé en cuir italien de couleur crème. Ce canapé coûte $200 000. Je ne laisserai pas votre crasse le ruiner. Sharon s'est figée, à moitié accroupie, puis s'est redressée en tremblant. Son visage était cendré, ses lèvres bleues de froid. Jessica se tenait derrière sa mère, se serrant dans ses bras, les yeux parcourant la pièce dans un mélange de crainte et de terreur. Ethan a fait un pas en avant, les yeux rouges, ses cheveux mous collés à son front. Il m'a regardé, puis mon père, Monsieur Davenport. La voix d'Ethan était rauque et brisée. Alors, c'est vrai. Vous êtes le père d'Olivia. Mon père a coupé court sèchement. Et le propriétaire de l'entreprise qui vous nourrit, vous, votre mère et votre sœur depuis 2 ans. Les jambes d'Ethan ont flanché. Il est tombé à genoux sur le sol dur. La réalité l'a frappé avec la force d'un coup physique. L'homme qu'il avait pris pour acquis, qu'il pensait être juste une relation de sa femme, était en fait le roi derrière toute son existence confortable. Je suis tellement désolé, monsieur, a bégayé Ethan, ses larmes se mélangeant à l'eau de pluie sur son visage. Je ne savais honnêtement pas. Je le jure, monsieur. Si j'avais su qu'Olivia était votre fille, je n'aurais jamais.
N'aurais jamais quoi, ai-je coupé froidement, posant ma tasse de thé avec un léger tintement qui a résonné dans la pièce silencieuse. N'aurais jamais traité comme une ordure? N'aurais jamais trompé? Ou n'aurais jamais dit de prendre le bus juste après m'avoir fait ouvrir le ventre? Ethan m'a regardé avec un regard suppliant et dégoûtant. Liv, chérie, j'ai fait une erreur. J'étais juste émotif, stressé par les affaires. Tu sais que je t'aime. Nous sommes ensemble depuis 2 ans. Liv, souviens-toi de nos bons moments. Quels bons moments, Ethan, ai-je demandé platement. La fois où tu as maudit ma cuisine? La fois où ta mère a jeté mes vêtements parce qu'elle pensait qu'ils étaient trop provinciaux? Ou la fois où ta sœur a volé mon argent de course pour acheter des produits de soins? Jessica a tressailli lorsque son nom a été mentionné. Liv. Je ne voulais pas, vous allez vous taire. Mon père a aboyé, sa voix si autoritaire que Jessica s'est immédiatement tue et a regardé le sol. Mon père s'est avancé pour se tenir au-dessus d'Ethan agenouillé. Il a jeté un dossier épais devant lui. Son contenu s'est renversé. Des relevés de virements bancaires, des copies d'actes de propriété, des relevés de cartes de crédit. 2 ans, a sifflé mon père. Sharon, qui était en état de choc, a soudainement éclaté en sanglots bruyants et gémissants. Réalisant que son monde était fini, son instinct de survie s'est activé et elle a fait la chose la plus humiliante possible. Elle a rampé vers mes pieds. Olivia, chère Olivia. Sharon a essayé de saisir l'ourlet de ma robe avec ses mains mouillées. J'ai retiré ma jambe avec dégoût. Je suis tellement désolé, chérie. J'avais tort. Je promets que je changerai. Je te masserai les pieds tous les jours. Je m'occuperai de mon petit-fils. Oui, mon petit-fils. Où est-il? Grand-mère veut voir son petit-fils. En entendant le mot petit-fils, Ethan a semblé trouver une lueur d'espoir. Il a levé les yeux, le visage désespéré. Oui, Olivia, notre fils. Il a besoin de son père. Tu ne peux pas l'élever seul sans figure paternelle. Pour le bien de notre fils, Liv, laisse-nous rester ici. Je serai ton chauffeur, ton jardinier, n'importe quoi, juste pour être près de mon fils. J'ai regardé les trois humains pathétiques qui, quelques heures plus tôt, riaient de ma souffrance dans un restaurant de luxe, mendiant maintenant comme des chiens errants pris dans une tempête. Je me suis levé lentement et j'ai marché vers Ethan. Notre fils, ai-je répété à voix basse. Je me suis penché légèrement, le regardant directement dans les yeux. Quand je le tenais sous la pluie battante à cet arrêt de bus, qu'est-ce que tu considérais qu'il était alors, Ethan? Un déchet? Ethan était silencieux, sa langue plombée dans sa bouche. Tu as dit que les sièges en cuir de ta voiture avaient plus de valeur que ton fils nouveau-né. Tu as dit que mon fils et moi sentions le sang. Tu m'as jeté un billet de $20 au visage devant tout le monde. Ma voix a commencé à trembler d'une émotion contenue, mais je n'ai pas pleuré. Mes larmes étaient taries. Maintenant que tu sais qu'il est le petit-fils d'un milliardaire, l'unique héritier de la fortune d'Avenport. Maintenant tu l'appelles ton fils. Maintenant tu l'appelles ton petit-fils. Je me suis redressé, les regardant de haut avec un regard qui pourrait geler l'enfer. Vous n'êtes pas notre famille. Mon fils n'a pas de père comme toi, ni de grand-mère méchante comme ta mère. Monsieur Harrison, ai-je appelé. Le chef de notre sécurité est apparu instantanément par une porte latérale, suivi de 4 gardes robustes. Oui, mademoiselle Olivia. Escortez-les dehors, ai-je ordonné fermement. Et assurez-vous qu'ils ne prennent rien de cette propriété, pas même un grain de poussière. S'ils s'approchent un jour à moins de 100 mètres de ce domaine, signalez-les à la police pour intrusion et harcèlement. Compris, madame. Olivia. Non, Olivia. Sharon a hurlé hystériquement alors que 2 gardes la soulevaient. Jessica pleurait de terreur alors qu'elle était tirée au loin. Ethan a essayé de résister, s'accrochant au pied d'une table, mais les gardes étaient beaucoup plus forts. Il a été traîné sur le sol en marbre, laissant une traînée sale et humide derrière lui. Olivia, je suis ton mari. Tu ne peux pas faire ça. C'est de la violence conjugale. Je te poursuivrai en justice. Ethan a crié en délire. Mon père a ri cyniquement. Vas-y et poursuis. Mes avocats seront ravis de vous contre-attaquer jusqu'à l'oubli. Oh, c'est vrai. Vous êtes fauchés. Leurs cris et pleurs se sont estompés au loin,
puis ont complètement disparu lorsque les portes d'entrée ont été fermées et verrouillées. Le silence est revenu dans la grande pièce. J'ai laissé échapper un long et lent soupir. Le poids lourd sur ma poitrine semblait avoir été soulevé et jeté dehors avec eux. Mon père s'est approché et a passé un bras chaud autour de mes épaules. « Tu as été magnifique, ma chérie », a-t-il chuchoté. « Pardonne-moi de t'avoir laissé souffrir si longtemps. C'est fini maintenant. » J'ai posé ma tête sur l'épaule de mon père. « Ce n'est pas fini, papa. Ce n'est que le début de ma nouvelle vie, le début de la vie de la vraie Olivia. » Cette nuit-là, pour la première fois en 2 ans, j'ai dormi profondément, libéré de l'anxiété, des insultes et d'Ethan. 3 ans plus tard, New York était toujours la même, congestionnée, étouffante et remplie d'ambitions conflictuelles. Ma position, cependant, était entièrement différente. Je ne voyais plus la ville depuis la fenêtre d'un bus MT abondé, mais depuis l'arrière d'une Bentley Mulsanne glissant doucement sur Park Avenue. Sur mes genoux, mon fils Evan, maintenant un brillant garçon de 3 ans, était occupé avec un robot jouet coûteux. Il était en bonne santé, intelligent et beau. Heureusement, il avait les yeux de mon père, pas les yeux de ce traître. « Maman, regarde. »« Maman est sur la grande télé », s'est exclamé Evan, pointant son petit doigt par la fenêtre. J'ai regardé où il pointait. Nous étions arrêtés à un feu rouge près de Times Square. Là, sur l'un des panneaux d'affichage numérique géant, un segment d'une interview exclusive de Forbes était diffusé. Mon visage était placardé sur l'écran, souriant avec confiance sous le titre « Olivia Davenport, femme de l'année, descendre au sommet de l'immobilier asiatique américain ». Dans le clip, je discutais de la branche philanthropique de ma nouvelle entreprise, qui fournissait une aide juridique et un capital de démarrage aux femmes victimes de violences domestiques. J'ai souri à la vue. Au cours des 3 dernières années, j'avais travaillé sans relâche pour prouver que j'étais plus qu'une simple héritière, mais une dirigeante capable de multiplier la fortune de notre famille. Puis mes yeux ont attrapé quelque chose d'autre à la base de ce panneau d'affichage massif, un contraste si net qu'il semblait orchestré par le destin lui-même. Sur le trottoir, parmi un groupe de chauffeurs Uber Eats attendant des commandes, une silhouette se détachait. Il était assis sur un scooter déglingué, l'un de ses rétroviseurs cassés. Sa veste de livraison verte était délavée, crasseuse et trop grande pour son corps maintenant squelettique. Son visage était encrassé par la poussière de la rue. Sa peau tannée et coriace par le soleil, et ses cheveux, qu'il coiffait autrefois méticuleusement avec de la pommade coûteuse, étaient maintenant emmêlés et prématurément grisonnants, bien qu'il n'ait été qu'au début de la trentaine. C'était Ethan. Il ne regardait pas son téléphone pour sa prochaine livraison. Il fixait le panneau d'affichage géant, le regard vide, la bouche légèrement entr'ouverte, une cigarette bon marché pendant à ses doigts rugueux et noircis. Même de cette distance, je pouvais voir clairement l'expression sur son visage. Ce n'était ni de la colère ni de la haine. C'était un regard de regret profond et sans fond. Le regard d'un homme qui réalisait qu'il avait tenu un diamant dans sa main et l'avait jeté dans le caniveau pour ramasser un caillou. J'ai vu ses lèvres bouger comme s'il chuchotait mon nom. Ses yeux semblaient vitreux. Il les essuya avec la manche sale de sa veste. Peut-être se souvenait-il du passé. Peut-être se souvenait-il d'être assis dans ce restaurant luxueux, riant de moi. Maintenant, j'étais au sommet du monde tandis qu'il combattait l'asphalte brûlant juste pour se payer un repas bon marché. Les nouvelles que je recevais occasionnellement de M. Harrison confirmaient que leur vie était en ruine. Sharon avait subi un accident vasculaire cérébral mineur après avoir été expulsée d'un minuscule appartement de location pour non-paiement et passait maintenant ses journées sur un matelas fin dans un projet de logement social à la périphérie de la ville. Jessica avait épousé un voyou local après être tombée enceinte et était maintenant piégée dans le même cycle d'abus qu'elle avait autrefois encouragé son frère à perpétrer contre moi. Et Ethan, l'épine dorsale fragile de la famille, se noyait dans les dettes de prêt sur salaire, un esclave de l'économie des petits boulots sans avenir. « Maman, pourquoi cet homme pleure-t-il » a demandé Evan innocemment, suivant mon regard. J'ai détourné les yeux d'Ethan et j'ai regardé mon fils, caressant doucement ses cheveux. « Il ne pleure pas, chérie. Il a juste eu un peu de poussière dans l'œil. De la poussière d'un passé qu'il s'est construit lui-même. Le feu est passé au vert. Allons-y, Daniel. » J'ai instruit le chauffeur. Ma voiture a avancé doucement, laissant Times Square, le panneau d'affichage et Ethan derrière, toujours figé, fixant le visage de l'ex-femme qu'il ne pourrait plus jamais atteindre. Je ne ressentais aucune pitié.
Cette émotion était morte depuis longtemps. Tout ce qu'il restait était un sentiment de paix. La justice avait été rendue, non par une épée, mais par le succès. Et c'était la plus douce des vengeances.